Notre second débat consacré à ce défilé militaire à Moscou au discours de Vladimir Poutine, l'armée russe glorifiée et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale réécrite comme si les soviétiques avaient été les seuls à vaincre le nazisme. Cécile Sixou. Sur la place rouge de Moscou, ce 9 mai devait être une démonstration de force. Mais la commémoration de la victoire russe sur les nazis s'est finalement transformée en une parade militaire sans faste ni triomphalisme. 11 000 hommes, des dizaines de chars, mais pas de défilé aérien et pas non plus de discours guerrier du président Vladimir Poutine, plus mesuré que prévu. Il est de notre devoir de garder la mémoire de ceux qui ont écrasé le nazisme, qui nous ont légué d'être vigilants et de tout faire pour que l'horreur d'une guerre mondiale ne se reproduise plus. Dans son allocution, le président russe, esseulé sur la scène internationale depuis le début de la guerre en Ukraine, s'est justifié auprès de ses concitoyens. Son pays a tout fait pour éviter la confrontation avec son voisin, mais s'est résigné à l'attaquer car il faisait face à une menace d'agression. Une menace absolument inacceptable pour notre sécurité a été systématiquement créée et en plus directement à nos frontières. Une cérémonie utilisée par le président comme outil de propagande auprès de son peuple. Pourtant, sur le terrain en Ukraine, son armée est enlisée depuis 2 mois et demi dans le conflit. Elle concentre ses attaques dans l'est du pays, où une bombe russe a touché hier une école du Lugansk, faisant 60 morts. Voilà les symboles de cette journée du 9 mai en Russie, mais aussi en Ukraine évidemment. On en débat tout de suite avec Laure Mandeville. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes grand reporter au Figaro, ancienne correspondante du journal à Moscou et à Washington, auteur de ce livre Les Révoltés d'Occident, c'est aux éditions de l'Observatoire. J'accueille également Anne Le Héroux. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sociologue, maîtresse de conférence à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de la Russie. Vous aviez publié il y a quelques années, on est en plein dans le thème culture militaire et patriotisme dans la Russie d'aujourd'hui. J'accueille également Pascal Boniface, bonsoir. Directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Votre livre, La géopolitique tout simplement, est aux éditions Erol. Laetitia Krupa est restée à mes côtés. Quelques chiffres pour commencer autour de ce défilé. Selon l'agence de presse russe Interfax, 11 000 soldats, 131 unités de matériel militaire, et puis on annonçait 77 avions et hélicoptères. On annonçait, puisque le défilé aérien a été annulé officiellement à cause des conditions météo. Laure Mandeville, ces images qu'on vient de voir là dans le sujet de Cécile Sixou, elles sont destinées d'abord aux Russes. Il faut bien avoir ça en tête. Je dirais aux deux. Aux deux. C'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment une volonté de démonstration de force. On sentait presque une sorte de satisfaction de Vladimir Poutine à regarder cette espèce de mer d'uniforme, en fait, comme une sorte de vague qui avançait devant ses yeux, qui déployait la puissance, en fait, ce qui veut être la puissance de l'armée russe. Et moi, ce que je retiendrai, c'est le contraste, en fait, entre la démonstration de force, et c'est vrai qu'elle est toujours absolument spectaculaire, les uniformes, le caractère impeccable de ce défilé, la puissance des équipements qui sont déployés, et de l'autre côté, ce que nous savons, ce que nous avons vu, ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux, qui est au contraire le spectacle des ratés, des failles, le visage, je dirais, lui bien réel et grimaçant de cette armée russe qui est au fond, comme toutes les armées, le miroir de l'État russe, de ses failles, de ses corruptions, de ses compromissions, de sa brutalité, et le miroir de la société russe aussi, qui s'est un peu perdue, comme on le voit dans les massacres qui sont aujourd'hui perpétrés. Effectivement, Anne Le Héroux, ces 75 jours de guerre ont écorné quand même l'image de la puissance de l'armée russe. Est-ce que finalement, vous qui l'avez étudié aussi la place de... peut-être des uniformes dans la société russe aujourd'hui. C'est-à-dire j'entendais ce matin qu'on voit de plus en plus d'enfants, de jeunes enfants en uniforme. Il y a toute cette propagande à l'œuvre. Est-ce que vous avez été surprise depuis 75 jours des difficultés rencontrées par l'armée russe ?
Alors, je voudrais dire plusieurs choses. D'une part, par rapport aux difficultés de l'armée russe, moi, je ne suis pas une spécialiste du militaire et je pense que tout le monde a été finalement un petit peu surpris par effectivement le caractère d'impréparation qui révélait aussi cette corruption massive à l'intérieur de l'armée. Qu'en même temps, on connaît, il y a eu des grandes affaires de corruption qui ont été d'ailleurs dénoncées par le pouvoir russe lui-même ces dernières années, à Baron Service, etc. Donc, effectivement, ça a montré avec que plus d'éclat l'état finalement pas si glorieux de cette armée qu'on avait cru en effet complètement rené de ses cendres depuis le début des années 2000, une capacité d'exportation d'armement tout à fait réelle. Je pense que effectivement, par ailleurs, la Russie dispose manifestement d'armements de dernier cri. En tout cas, elle prétend le faire et on peut imaginer que c'est en partie le cas. Mais elle a à côté des soldats qui sont pas équipés, nourris avec des rations périmées, envoyés au casse-pipe sans savoir où ils vont, des soldats dont on sait maintenant, il y a énormément d'études là qui paraissent sur le recrutement, disons, sociologique, voire, en tout cas, d'un certain nombre de républiques avec des minorités ethniques dans la Fédération de Russie qui fournissent le gros contingent des soldats et en particulier de ceux qui meurent sur le front et aussi de ceux en partie, en tout cas, de ceux qui commettent ces crimes de guerre. Par contre, ça, alors on ne peut pas vraiment dire que ça nous étonne complètement, et je pense que Normandie le sait aussi bien que moi. C'est-à-dire que nous, on a quand même assisté à l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine à l'automne 99, avec des crimes de guerre commis en Tchétchénie, qui sont, je dirais, de même nature que les crimes de guerre qui sont commis aujourd'hui. Donc finalement, c'est pas pour dire que ce qui se passe en Ukraine depuis le 24 février était contenu dans octobre ou novembre 99 ou mars 2000, mais en tout cas que les faits sont là pour montrer que c'était déjà possible à ce moment-là. Ouais. Pascal Boniface, cette date du 9 mai, là, on l'a beaucoup entendu dans nos débats en disant qu'il y avait un enjeu, que Vladimir Poutine voulait afficher une victoire militaire ce jour-là. Bon, finalement, il n'a pas pu le faire ce soir. Est-ce que cette date, comme certains le disent peut-être plutôt du côté russe, c'était une construction des médias occidentaux où il y avait vraiment un enjeu pour Vladimir Poutine? Il y a un enjeu dans la mesure où la date du 9 mai est beaucoup plus importante en Russie que la date du 8 mai n'est importante en Europe. C'est que la date de la victoire est beaucoup plus commémorée parce qu'il y a un récit qui a été fait. Nous, la réconciliation est passée et depuis quand même des années, y compris avant la guerre contre l'Ukraine, là bien sûr, il instrumentalise en faisant un parallèle entre la victoire de 45 et la victoire de 2022, mais avant même qu'il y ait une guerre contre l'Ukraine, le 9 mai a toujours été un moment beaucoup plus important en Russie que du temps, y compris après la fin de l'Union soviétique. Donc c'est une date importante. Sauf qu'en termes de succès, il ne peut pas montrer grand-chose. Et donc, effectivement, on pouvait penser, peut-être qu'il aurait pu espérer une porte de sortie. Alors, il aurait pu se dire, voilà, j'ai Mariupol, il y a encore l'usine qui résiste. Mais enfin, bon, la ville est conquise. Mais en fait, il ne peut pas montrer grand-chose. Et le pire est peut-être à venir pour lui, parce que le rapport des forces militaires n'est pas tellement en sa faveur. Il y a plus de réserves du côté ukrainien du fait de l'aide massive des États-Unis et de l'aide importante des pays européens qu'il n'y a de réserves du côté russe. Et donc, effectivement, bon, c'est joli de défiler, on montre sa force. Alors, à chaque fois, un défilé militaire, c'est dire, regardez comment les puissants, aussi bien ses citoyens qu'aux étrangers. Mais oui, ceci étant, on pourrait reprendre ce que disait Khrouchtchev des États-Unis. C'est un tigre de papier, mais il a des dents atomiques. Donc effectivement, l'armée russe n'est pas tout à fait opérationnelle pour gagner une guerre conventionnelle. Mais il y a quand même la dissuasion qui joue. Mais beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que c'est Vladimir Poutine qui lui-même a voulu faire de ce 9 mai une date incontournable en Russie, davantage que ses prédécesseurs. Hein. C'est lui qui a instrumentalisé aussi cette date afin de glorifier son propre pouvoir. Oui, alors c'est très intéressant l'histoire de cette date. Anne Le Héroux me corrigera si je me trompe un peu, c'est que au fond, en 1945, Staline, il y a le fameux défilé dont on a tous vu des images en 1945 de cette fameuse parade de la victoire où on voit notamment le général Joukov, grand, disons, héros de cette guerre, défiler sur son cheval blanc, etc.
Et c'est vrai que après, Staline, qui ne veut pas être finalement absorbé par finalement le récit de la guerre, mais qui veut construire en fait ce qu'il veut construire au niveau du pays, ou pousser le pays en avant, et surtout qui a très peur de l'influence des militaires, se débarrasse de cette date, et il n'y a plus de parade pendant tout le reste de l'ère Staline. Et sous Khrouchtchev non plus. Et sous Khrouchtchev, on a une vision en fait de la guerre qui change, puisqu'on a le dégel, on a toute la littérature, si vous voulez, du dégel, de tous les dissidents ou de tous ces grands écrivains russes qui commencent à parler au contraire du drame, du malheur, de l'horreur et donc des destins individuels. Vous avez tous ces récits extraordinaires qui vont sortir dans la littérature russe. Donc c'est une période où la guerre, les gens se rejoignent finalement dans une sorte de communion du malheur, et c'est plus jamais ça. Et ce qui est intéressant, c'est que sous Brejnev, il y a Brejnev s'essoufflant sur le plan idéologique. On rentre dans une période où il y a une sorte de désillusion totale sur l'avenir radieux du communisme, et donc Brejnev décide d'utiliser en fait le 9 mai comme élément de ralliement de la population, et vous avez 80 000 monuments à la mémoire de la guerre qui sont créés, une sorte de glorification. Et Poutine, après vous allez avoir la perestroïka, Yeltsin, c'est plutôt la critique en fait. Les parades existent toujours, mais c'est plutôt la critique des crimes de communisme, les pages noires même de cette guerre dont on commence à parler. Il y a des films, il y a des récits. Et finalement, Poutine arrive et lui, il veut immédiatement trouver un moyen de ressouder cette Russie. Il veut pas qu'elle fasse face à ses crimes, ou en tout cas, il ne veut pas totalement qu'elle le fasse. Et donc, peu à peu, il s'engouffre là-dedans sur l'idée qu'on est une nation glorieuse. Alors justement, Laetitia, c'est intéressant. C'est aussi, on l'a titré comme ça, ce débat, une guerre pour la mémoire. Oui, et vous avez même parlé de révisionnisme pour introduire notre discussion. Et c'est vrai qu'on parle de guerre militaire, de guerre de communication depuis le 24 février, mais il y a aussi la guerre des faits. C'est-à-dire quels faits seront inscrits dans les manuels d'histoire. Alors je ne suis pas naïve, je sais bien qu'à travers le monde, les manuels ont leur propre récit selon les pays, mais tout de même, Thomas, je souhaitais en fait ce soir vous interpeller sur les conditions du maintien du dialogue diplomatique quand Vladimir Poutine, ce matin, dit cela. Tout laissait penser qu'un affrontement avec les néo-nazis, les nationalistes sur lesquels misaient les États-Unis et leurs petits amis, serait inévitable. Bien sûr, il parle sous couvert de la menace. Ce sont ces mots de l'OTAN qui seraient l'agresseur finalement de la Russie. Alors pour ceux, vous l'aviez dit aussi, qui souhaitaient une clarification des intentions de Vladimir Poutine, c'est raté. Et justement, entretenir ce flou artistique fait peser, semble-t-il, davantage la menace sur les Occidentaux. Et donc je vous pose la question de maintenir en fait le dialogue diplomatique, puisque c'est la position de la présidence Macron. Le dialogue diplomatique avec Vladimir Poutine quand nous avons deux systèmes de pensée, deux visions des faits, de réalité historique même totalement opposées. Est-ce que le lien n'est que symbolique finalement, le lien diplomatique ? Alors, Poutine a coupé tous les ponts avec le monde occidental. Il a renoncé au monde occidental. Il pense que les Occidentaux sont fondamentalement contre la Russie. Il en veut aux Occidentaux d'avoir compromis la Russie. Donc, il a effectivement coupé tous les ponts. Et les derniers ponts qui existent sont coupés. Ce discours est une sorte, pas de dernier clou dans le cercueil des relations entre la Russie et l'Occident, mais un petit peu quand même. Ceci étant, par réalisme, il faudra toujours maintenir un contact, parce que si on veut que ces combats cessent, c'est bien avec Poutine qu'il faudra le négocier. Donc il faut maintenir une ligne ouverte au cas où, sans avoir beaucoup d'illusions. Mais cette réalité, pardon de vous interrompre, cette réalité parallèle finalement dont on parle, est-ce que Vladimir Poutine a fini par y croire à force de la marteler à son peuple depuis des décennies? On arrive à croire à ses propres mensonges. Ouais. On est toujours prisonnier de sa propre propagande. Il ne serait pas étonnant qu'à force de le répéter, il en soit lui-même auto-convaincu. Mais en tous les cas, beaucoup de Russes entendent cela. Ceci étant, on sait très bien qu'il y a le discours et puis il peut tout à fait changer de discours. Si demain il a intérêt à avoir un cessez-le-feu,
il trouvera l'autre discours. Et on l'acceptera parce que c'est notre intérêt d'avoir un cessez-le-feu. Oui, évidemment. Absolument. Ça, je pense que, d'ailleurs, on a finalement longtemps pensé, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que pour la plupart, je crois, des observateurs, ne pensaient pas qu'il y aurait une attaque de cette ampleur le 24 février, parce qu'on imaginait toujours une forme de rationalité, effectivement, Vladimir Poutine voyant ses intérêts et sachant toujours ne pas aller trop loin, comme il l'avait fait en Géorgie, par exemple, en 2008, comme il n'avait finalement pas reconnu, alors jusqu'au 21 février, les républiques séparatistes LNR, DNR, donc on imaginait, moi, mes interlocuteurs en Ukraine jusqu'à la veille du conflit, imaginaient qu'il se contenterait sans doute d'une incursion dans le Donbass, mais que finalement il n'irait pas plus loin. Et il y aurait une sorte de décalage entre l'énormité du discours, notamment ce discours justement fleuve du 21 février qui nie toute historicité finalement et toute identité à l'Ukraine. D'ailleurs aujourd'hui, pardon de vous interrompre, il n'emploie pas le mot Ukraine dans son discours. Non, mais l'Ukraine n'existe pas en fait. L'Ukraine n'existe pas. Et en plus, l'Ukraine est une création de Lénine. Alors là, ce qui nous emmènerait un petit peu loin, mais ce serait intéressant pour voir justement jusqu'à quel point, effectivement, dans le récit historique de Vladimir Poutine et du pouvoir russe, parce qu'il n'y a pas que Vladimir Poutine depuis des années, effectivement, la personnalité de Lénine et même la révolution de 1917 est finalement beaucoup plus que le stalinisme, la tache sombre qui, justement, ne permet pas complètement de dresser ce continuum de l'histoire russe et de ses hauts faits d'armes. Oui. Laure Mandeville, est-ce que dans sa logique, Vladimir Poutine a besoin, alors il y a eu d'autres pays qui ont fait ça, mais de s'inventer en permanence un état de crise ou un ennemi, quitte à je reviens vivre dans une sorte de monde parallèle. Ça, c'est tout à fait clair. C'est-à-dire qu'il y a une continuité évidente, en fait, entre ce qui se passe à l'intérieur de la société russe et ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que ce pouvoir est un pouvoir qui est entré dans une logique dictatoriale et qui a besoin de trouver des moyens de justifier finalement la poursuite de cet écrasement de tous les contre-pouvoirs à l'intérieur de son propre pays. Et donc la seule manière de mener, si vous voulez, de ressouder derrière lui, c'est de trouver un ennemi extérieur et d'ailleurs intérieur, parce qu'il parle, et vous avez vu hier d'ailleurs, il parle en permanence, il l'a dit aussi aujourd'hui, de l'ennemi de l'intérieur qu'il faut aussi traquer. Et donc, il s'est inventé cet ennemi néo-nazi et derrière lequel il y a évidemment l'Occident qui fait partie en fait de cette menace nazie, c'est ce qu'il dit. Et donc, si vous voulez, on est dans une situation absolument, je dirais, surréaliste et indécente aussi, puisqu'il utilise la Seconde Guerre mondiale et, disons, le combat, en fait, du peuple soviétique, dont faisaient partie, d'ailleurs, avec des bataillons énormes en proportion, les Ukrainiens, pour, si vous voulez, ressusciter le spectre de la menace nazie, alors qu'au fond, comme le disait Garry Kasparov récemment, c'est plutôt les Russes, aujourd'hui, qui se comportent comme des fascistes. Et donc, il y a cette inversion, si vous voulez, absolument terrifiante. Mais il y avait un truc que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que, au fond, quand on regarde ça, on se dit, mais c'est incroyable. On était en 91 dans les retrouvailles, cette espèce d'euphorie que nous avons tous eue, cet espoir, d'ailleurs partagé par tellement de Russes, qu'ils allaient rejoindre finalement l'Occident. Et puis, regardez où nous en sommes. Cette parade, on se croirait en Union soviétique, avec un Poutine vieillissant, entouré de généraux bardés de décorations, etc. Comme si 80, enfin la chute du mur, 91, l'effondrement de l'URSS, c'était une sorte de parenthèse qu'il fallait gommer. C'est ça, et donc lui gomme des 30 ans, puisqu'il dit il n'y a pas eu d'indépendance ukrainienne, il veut ressusciter, il dresse des statues de Lénine à Kherson, dans les territoires qu'il libère, il agite des drapeaux rouges. Donc, si vous voulez, c'est comme si ces 30 ans n'avaient pas existé. La seule chose qui change, me semble-t-il, on est toujours dans le mensonge, la propagande, comme à l'époque soviétique. Ce qui change, c'est le côté très inquiétant d'un pouvoir sans garde-fou. Vous parliez de la rationalité. On va y revenir, ça, parce que c'est évidemment plus qu'à l'époque soviétique, notamment avec la menace nucléaire. Mais vous évoquiez effectivement, c'est totalement indécent pour nous d'entendre le discours de Vladimir Poutine, mais encore plus pour les Ukrainiens. Et c'est ce que mettait en avant Volodymyr Zelensky hier, puisqu'il a, lui, choisi évidemment la date du 8 mai pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale et les sacrifices du peuple ukrainien.
La Russie a oublié tout ce qui était important pour les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Les frappes de missiles sur Odessa et nos autres villes sont une imitation de la façon dont les nazis ont essayé de bombarder et de détruire les villes européennes par les bombardements. Pascal Boniface, on l'a déjà évoqué ici, mais je trouve que dans cette journée du 9 mai, c'est important de le dire, rares sont ceux, même peut-être parmi les observateurs, qui imaginaient une telle résistance du peuple ukrainien. Et on peut aller jusqu'à Vladimir Poutine, évidemment, dans la liste de ceux qui n'imaginaient pas. Y compris Zelensky lui-même, je pense. Peut-être. Oui. Donc, effectivement, toute personne n'aurait pu imaginer une telle faiblesse de l'armée russe, oui, une telle force de l'armée ukrainienne et une telle unité du monde occidental derrière l'Ukraine. Et c'est ces trois facteurs qui expliquent la quasi-défaite militaire russe. Parce qu'ils sont embourbés. On pouvait prévoir assez vite qu'il y aurait un bourbier parce qu'ils n'avaient que 200 000 hommes et on ne peut pas occuper un pays de 40 millions d'habitants avec 200 000 hommes. Donc, dès le départ, cette affaire était mal partie pour eux. Mais là, effectivement, il faut encore le rapport de force changer. Par rapport aux restrictions de liberté auxquelles Laurent Bonneville faisait allusion tout à l'heure, ce qui est encore plus grave à long terme pour la Russie, c'est l'exode de toutes les forces vives du pays. Tous les gens qui, notamment d'ailleurs, travaillent dans des secteurs de la technologie, des nouvelles forces, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils n'ont aucune envie. Ils ont un peu goûté au monde extérieur, au contact extérieur. Ils n'ont aucune envie de vivre dans un régime stalinien parce que c'est un retour à Staline. C'est un retour à Staline en termes de non-relation entre l'Est et l'Ouest, et c'est un retour à Staline en termes de privation de liberté. Donc il y a une fuite et des forces vives du pays qui va coûter à terme très très cher à Poutine. Alors, dans un premier temps, c'est minoritaire quand même. C'est quand même des dizaines de milliers de personnes qui sont très compétents. Et Poutine s'en félicite parce que c'est des opposants en moins. Mais je veux dire, alors, en fait, il peut avoir un scénario où il dit le pays est affaibli. Finalement, Kim Jong-un est toujours à la tête de la Corée du Nord et Bachar el-Assad est toujours à la tête de la Syrie. Et donc, on affaiblit le pays, les autres, ceux qui ne sont pas contents s'en vont. Mais ça, pour la Russie, c'est quand même Poutine qui, le premier, avait dit celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle maîtrisera le monde, est vraiment déficitaire sur ce point. La question qu'on se pose, qui vient de façon assez évidente du point de vue occidental, évidemment, c'est ces personnes, les élites qui quittent la Russie pour ne pas être enfermées dans ce système stalinien. Pourquoi ne s'organisent-elles pas en résistance à Vladimir Poutine, puisqu'elles en ont peut-être les moyens, en tout cas intellectuels, et les connexions, certainement, pour déstabiliser ce pouvoir? Anne Le Hérault. Alors oui, les connexions sans doute. Il y a vraisemblablement un certain nombre de contacts qui sont menés par des opposants qui ont déjà quitté le pays. En fait, est-ce que ce phénomène de fuite de cerveau et de fuite des opposants politiques, des journalistes indépendants, des militants, etc., n'est pas tout à fait nouveau. Il y avait déjà eu un mouvement en 2011-2012 après les grandes manifestations. Depuis, en fait, les démographes essayent de traquer des statistiques parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent tout en gardant un enregistrement officiel en Russie. Donc, ils continuent à compter dans la population russe, alors qu'en fait, ils n'y sont plus et qu'ils travaillent en réalité à l'extérieur ou bien qu'ils travaillent depuis l'extérieur pour des petites sociétés d'informatique, effectivement. Et sur le pouvoir de Poutine, son isolement, que sait-on de son isolement? C'est sans doute difficile de répondre à la question, d'ailleurs. Oui, alors ça, c'est vraiment la boîte noire, je pense, absolue, et du fait qu'il soit sans doute, qu'on voit bien que plus le temps passe et plus il est vraisemblablement isolé, y compris de son entourage proche, qui d'ailleurs peut-être finalement a peur de lui dire, ou a eu peur de lui dire de ce qui allait se passer en Ukraine. Mais en tout cas, pour finir sur la question de l'opposition et à la guerre, il se passe plein de petites choses dans la société russe. C'est extrêmement ténu, c'est extrêmement risqué, courageux, difficile, mais il y a des dizaines et des dizaines de chaînes Telegram tous les jours qui montrent des actions de protestation, une femme qui se coud la bouche avec un fil, notamment un groupe de féministes russes qui aujourd'hui ont fait tout un tas de pancartes détournées avec le 9 mai, mais des images des villes bombardées d'Ukraine. Voilà, on voit beaucoup d'avocats, de juristes qui se mettent au service des jeunes qui veulent refuser le service militaire. Donc évidemment, tout ça ne fait pas les 80% de l'opinion qui sont supposés soutenir l'opération militaire, mais c'est quand même important de savoir que ça existe encore, y compris à l'intérieur.
On va continuer de parler du pouvoir de Vladimir Poutine, de son isolement éventuel, sur la question de la menace nucléaire. Et c'est donc une réaction que je vous propose tout de suite, celle de Christian Cambon, qui est président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées ici au Sénat. Il était notre invité sur la chaîne ce matin. Écoutez ce qu'il nous dit de cette menace nucléaire. Moi, je défends la crainte selon laquelle, selon le syndrome du chien enragé au fond de l'impasse, qui, ne voyant aucune solution, se retourne et vous mord. Et donc, rien n'exclut, a priori, même si personne ne le souhaite, rien n'exclut l'utilisation d'armes encore plus dangereuses. Je pense à des armes tactiques nucléaires, sous la barre de ce qui a été malheureusement fait à Hiroshima, mais qui peuvent faire effectivement beaucoup de morts. Ce serait évidemment un changement complet dans la situation. Espérons que la raison l'emportera, mais avec quelqu'un comme le président russe actuellement, on commence à s'interroger vraiment. Le syndrome, je retiens cette expression, le syndrome du chien enragé dans l'impasse, ce que dit le sénateur Cambon à propos de Vladimir Poutine. Oui, c'est vrai que vous avez eu hier en fait des déclarations, en fait une sorte de conférence du chef de la CIA, vous savez, William Burns aux États-Unis, qui a aussi évoqué cette question et qui a dit qu'il y avait une inquiétude sur ce sujet, même si il faut quand même aussi se méfier de cet épouvantail, parce que Vladimir Poutine, en fait, a toujours misé sur la peur des Occidentaux, sur leur manque de courage, sur leur faiblesse. Et je pense qu'il continue, à travers ce chantage nucléaire, à le faire. Pour lui, le rêve, c'est évidemment des avancées militaires sous la menace d'une frappe nucléaire. C'est-à-dire, il faut faire très attention à ne pas être tétanisé par cette question du nucléaire, parce que si on accepte qu'il vitrifie l'Ukraine au nom de la menace nucléaire, ça veut dire qu'on prépare la suite, que demain, parce qu'on aura peur de répondre, il puisse entrer dans les pays baltes en disant sinon il y aura une apocalypse nucléaire. Et donc vous voyez bien que cette question-là est utilisée comme un chantage. Un opposant russe, Mikhail Khodorkovsky, vous savez, qui a passé 10 ans en prison, qui est un des principaux opposants à Vladimir Poutine, récemment souligné qu'il faudrait quand même, pour que M. Poutine se décide à appuyer sur le bouton, ce qui peut toujours être forcé de faire s'il est malade, qu'il fasse une forme de référendum auprès de ses généraux. Parce que vous savez très bien que s'il appuie sur le bouton, ça n'envoie pas le feu nucléaire, ça envoie un ordre aux généraux russes. Et est-ce que Vladimir Poutine aujourd'hui veut faire un référendum parmi ses généraux pour savoir s'ils sont ou non prêts à mourir avec lui et à déclencher une frappe nucléaire? Ça, c'est une première chose. Et il faudrait qu'il fasse un deuxième référendum, disait cet opposant, vis-à-vis des Occidentaux, où il est face à des Occidentaux qui, si on appuyait, on décidait de lancer le feu nucléaire, pourraient renvoyer le feu nucléaire. Donc là aussi, est-ce qu'il veut vraiment se lancer dans ce type de référendum aussi vis-à-vis de l'Occident? Pascal Boniface, si on remonte un peu dans le temps, cette menace nucléaire, justement dans les discours de Vladimir Poutine, est-ce qu'il l'utilise si souvent que ça, ou est-ce qu'il le laisse à d'autres? Non, il l'a utilisé. Il a simplement en fait rappelé que la Russie a des armes nucléaires, ce qui est une évidence, et les généraux ont rappelé la doctrine de dissuasion, qui est que s'il n'y a pas atteinte aux intérêts essentiels et existentiels de la Russie, là, l'arme nucléaire joue. Donc en fait, on peut penser que la menace, c'est ne venez pas en Russie, ne cherchez pas à me déloger du pouvoir, vous faites une comparaison avec Hitler, mais je ne mourrai pas dans mon bunker et vous ne viendrez pas à Moscou pour faire un changement de régime. Je vois mal, mais on peut se tromper, Poutine utiliser l'arme nucléaire comme une arme de combat, parce que là, je vois plus quels sont les pays qui pourraient encore le suivre. Y compris la Chine, l'Inde et les quelques pays qui n'ont pas encore coupé les ponts parce qu'ils franchirait un tabou absolument essentiel
Et là, même les pays qui, pour l'instant, pour des raisons multiples et variées, n'ont pas coupé les ponts avec lui, ne pourraient pas continuer d'avoir des relations, plus, comme vous l'avez dit, le fait que les généraux diront « nous, c'est pas notre problème de mourir avec vous ». Donc, mais par contre, la il y a ces contre-pouvoirs quand même qui fonctionnent encore au sein du pouvoir russe. C'est pas des contre-pouvoirs, mais c'est... Non, mais quand vous dites une sorte de référendum auprès des généraux... C'est un instinct de survie. C'est une procédure qui fait qu'on se garde quand même de l'être humain et que dans tous les pays où il y a l'arme nucléaire, et il ne suffit pas de se lever d'un mauvais pied pour, comme on dit, appuyer sur le bouton. Mais ils sont combien de généraux? Normalement, il y a 3. 3, la décision se prend à 3, et puis d'autres quand même. Puis il y a aussi ceux qui sont opérationnels, etc. Mais disons que Poutine a effectivement intérêt à ce que la dissuasion, c'est pas tellement être sûr de frapper l'autre, c'est que l'autre pense qu'il peut être frappé. Et donc, on est effectivement dissuadé. Ceci étant, pour l'instant, le problème, c'est qu'on ne voit pas quelle est l'issue militaire de cette guerre. On ne sait pas à partir de quand les Ukrainiens pourront dire qu'ils ont récupéré leur territoire. Et on ne voit pas, disent le Donbass, la Crimée. Ça me paraît... Là, pour l'instant, il n'y a pas de sortie de crise qui permette et à Poutine et à l'Ukraine de sortir la tête haute. Et donc, c'est ce compromis qu'il faudrait trouver. D'ailleurs, Anne Le Héroux, dans son discours, Vladimir Poutine, aujourd'hui, il a fait référence à la ville d'Odessa créée par l'impératrice Catherine II. C'est quoi? On peut imaginer que... Parce qu'il a quand même un peu annoncé les étapes dans ses différents discours. Oui, c'est une expression qui date de cette époque-là, justement, et de la conquête, effectivement. Ça veut dire quoi, ça? Nouvelle Russie. Et donc, c'est bien au nom de cette Novorossie qu'un certain nombre de personnes, je pense notamment à Strelkov, alias Girkin, sont allés se battre dans le Donbass en espérant bien aller au-delà de Lugansk et Donetsk, conquérir Mariupol, puis aller jusqu'à Odessa et pourquoi pas faire la jonction avec la Transnistrie. D'ailleurs, des propos qui sont rappelés régulièrement par les généraux, justement, ces dernières semaines. Donc, cette idée... Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de géopolitique, mais on parle de cette fameuse... et ça, c'est aussi dans l'histoire russe, cet accès aux mers chaudes, le fait de s'approprier, effectivement, l'ensemble du littoral. Évidemment, les enjeux aussi commerciaux autour de l'exportation de céréales et de grains. Et là aussi, ça joue, y compris sur les quelques soutiens dont peut bénéficier la Russie dans les pays du Sud, évidemment, puisque la Russie a réussi, effectivement, ces dernières années à s'assurer un certain nombre de marchés. Je pense à des marchés sur le blé, notamment. Et donc, l'Ukraine est aussi un grand exportateur. Donc, l'idée de vouloir s'approprier aussi ces marchés ou de vouloir empêcher l'Ukraine de continuer à exporter, ça fait partie aussi, alors en plus de ce qui se passe autour du gaz et du pétrole, mais ça fait aussi partie d'une arme qu'on utilise là plus tant à destination de l'Occident qu'à destination du Global South, on pourrait dire, et de ces pays. Est-ce que je peux dire quelque chose? Alors, 10 secondes. Oui, il me semblait en fait que quand Pascal de Boniface parle en fait du compromis qu'il faut trouver, moi je pense qu'il faut bien comprendre que des deux côtés, on est dans un combat, je dirais, à mort. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont compris que Vladimir Poutine représente un péril mortel, puisque lui, il nie l'existence de l'Ukraine. Ce qu'il veut, c'est une capitulation. Donc pour les Ukrainiens, la guerre durera tant qu'on n'aura pas, soit mis à bas ce régime, soit en tout cas bouter l'ennemi russe hors du territoire. Merci. Restez avec nous. Comme promis, je vous propose un nouveau rendez-vous dans ce Sens Public sur Public Sénat chaque semaine. Une séquence destinée aux réfugiés ukrainiens. Ils sont 75 000 à être passés dans notre pays. 50 000 ont déjà un titre de séjour provisoire. Marion Vigreux va nous rejoindre tout de suite. Vous allez à la fois nous donner des informations sur la guerre, sur le statut, les droits des Ukrainiens dans notre pays. Et on commence tout de suite. Premier titre, la prise de parole de Volodymyr Zelensky. C'était ce matin en amont du discours de Vladimir Poutine. Виступ Володимира Зеленського сьогодні, який ми почули до виступа Владимира Путіна. Effectivement, dans un clip posté ce matin sur les réseaux sociaux, on découvre le chef de l'État ukrainien qui marche dans Kiev et qui s'exprime face caméra pendant près de 5 minutes en réponse aux cérémonies russes organisées ce lundi 9 mai pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il évoque à grand renfort d'images de parades militaires ukrainiennes l'anniversaire de l'indépendance de son pays. Mais il rappelle également que les Ukrainiens ont aussi lutté contre le nazisme et accuse Vladimir Poutine de répéter les mêmes crimes.
відеозверненні, розміщеному сьогодні вранці на соцмережах, ми бачимо голову української держави, який йде головною вулицею Києва, говорячи перед камерою протягом 5 хвилин. Відповідаючи на військовий парад, організований росіянами в цей понеділок 9 травня, щоб відзначити кінець Другої світової війни, він посилається на кадри військового параду під час святкування 30-ї річниці незалежності України минулого року. До речі, він нагадує, що українці також боролися з нацизмом і звинувачує Путіна в тому, що він повторює ті ж самі злочини. Дозвольте мені показати вам уривок цього відео і його виступу. Il est celui qui répète aujourd'hui les crimes horribles du régime hitlérien, suivant la philosophie nazie, copiant ce qu'ils ont fait. En conséquence, il perdra tout, et très vite, nous célébrerons 2 jours de la victoire en Ukraine, et certains n'en auront plus qu'un seul. Nous les vaincrons, nous gagnerons nous aussi, et Kiev verra la parade de la victoire, l'Ukraine victorieuse. Célébrons la victoire sur le nazisme, gloire à l'Ukraine. Le président Zelensky, dont une intervention est prévue en France ce mercredi 11 mai à 13h. Il s'adressera en direct pendant 60 minutes aux étudiants de plusieurs universités françaises comme Sciences Po, l'INALCO, Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Il répondra également aux questions des étudiants. Cet échange sera diffusé en ligne. В середу, 11 травня, о 13-й годині, передбачено виступ президента Зеленського у Франції. Він звернеться протягом години до студентів багатьох французьких університетів, як то Інститут політичних студій, Національний інститут східних мов і цивілізацій, Париж-1, Сорбонна. Він також відповість на запитання студентів. Цей сеанс буде транслюватися через інтернет. Et puis pour revenir aux commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce lundi, l'ambassadeur russe en Pologne a été aspergé d'une substance rouge et pris à partie par des manifestants pro-ukrainiens. Il déposait une gerbe au cimetière de Varsovie en hommage aux soldats soviétiques lorsqu'il a été pris à partie. До речі, стосовно святкувань перемоги в Другій світовій війні, в цей понеділок посла Росії в Польщі оточили українські активісти і облили червоною фарбою. Це сталося, коли він приїхав покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів в Варшаві. L'Ukraine qui était aussi au cœur des discussions ce lundi au Parlement européen, puisque nous célébrons aujourd'hui la journée de l'Europe. Dans son discours, le président français, qui assure jusqu'au mois de juin la présidence du Conseil de l'Union européenne, a rappelé son soutien à l'Ukraine, dénoncé les crimes commis par les Russes qui seront poursuivis et évoqué son espoir d'une fin rapide du conflit. Україна була також в центрі дискусії в цей понеділок в Європарламенті, тому що ми святкуємо сьогодні День Європи. В своєму виступі президент Франції, що головує до червня в Раді Європейського Союзу, нагадав про свою підтримку Україні, засудив злочини, які буде засуджено, і висловив своє сподівання щодо швидкого завершення конфлікту. Слухаємо уривок його виступу. Щоб ця війна закінчилася, ми впровадили безпрецедентні санкції задля сталого блокування російських джерел фінансування війни. Щоб підтримати Україну, ми мобілізували як ніколи величезні військові, фінансові, гуманітарні засоби. І маємо акцентувати наші зусилля, щоб ефективно забезпечити продовольчу безпеку, і робитимемо так в майбутньому. Et enfin, pour terminer cette information pratique, les réfugiés ukrainiens bénéficiant de la protection temporaire vont pouvoir suivre jusque 400 heures de français à compter de ce lundi. Une évaluation décidera de leur répartition par niveau. Objectif, leur permettre de maîtriser les bases de la langue française pour pouvoir notamment envisager une activité professionnelle. І наприкінці інформація практичного характеру. Українці, яким надано тимчасового захисту у Франції, зможуть отримати близько 400 годин уроків французької, починаючи з цього понеділка. Їхній рівень буде визначено на основі тестів. Ціль – дозволити їм спілкуватися базовою французькою, у тому числі, щоб розпочати працювати. Merci, merci Marion, merci Olga aussi qui se chargeait de cette traduction. Voilà, la solidarité de Public Sénat envers les réfugiés ukrainiens marqués par cet objet télévisuel un peu particulier. Et c'était important de le faire. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Laure Mandeville, Les révoltés d'Occident, c'est le titre de votre livre qui est publié aux éditions de l'Observatoire. Pascal Boniface, La géopolitique tout simplement. C'est publié chez Erol. Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce débat.